Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le 6e épisode de koh les armes secrètes, épisode de la réunification, donc c'est un épisode vraiment charnière dans toute saison de koh et on va le voir, il s'est passé beaucoup de choses dans cet épisode, donc comme d'habitude je vais tout d'abord vous donner mon avis sur l'épisode, mais ensuite on va revenir sur les 8 points à retenir, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Et enfin, je vous livrerai quelques analyses de la nouvelle tribu recomposée, la tribu réunifiée. On va commencer par mon avis sur l'épisode, et cet épisode était tout simplement pour moi le meilleur épisode depuis le lancement de cette saison, donc un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé, même s'il y a des choses à redire, notamment du point de vue de la stratégie, mais on va y revenir, du point de vue du pur divertissement et de mon appréciation de l'épisode, c'était un excellent épisode, pourtant un long épisode, hein. On a eu un épisode qui faisait plus de 2 heures hors pub, donc un épisode vraiment long, mais malgré cela, c'était un épisode qui était très rythmé, avec beaucoup d'événements, il s'est passé beaucoup de choses, on a découvert beaucoup de choses, moi j'ai été aussi beaucoup surpris par certains des événements de l'épisode, même si d'autres étaient plus attendus, donc très franchement pour moi c'est vraiment tout ce qui fait le sel de koh. En plus on a beaucoup de choses à analyser, donc c'est vraiment tout bénef pour ce débrief. On va maintenant revenir sur les 8 points à retenir de l'épisode, avec pour commencer un premier point sur l'épreuve de confort. Point rapide parce que pas grand chose à dire sur cette épreuve, on a vu une équipe rouge vraiment dominante qui a assez largement battu les jaunes, notamment grâce à une lore qui a été très en vue dans cet épisode et qui là a vraiment pu bien organiser la stratégie des rouges, notamment dans la deuxième partie de l'épreuve. On a vu que les jaunes avaient pêché dès la première partie, et ça je pense que c'était vraiment aussi une histoire de stratégie, d'organisation vraiment d'équipe et de relais, et là on voit qu'ils payent vraiment le fait de ne pas avoir gardé Aurélien dans leur équipe. Alors bon, ils ne vont finalement pas trop le payer parce que évidemment la réunification est annoncée juste à la fin de l'épreuve, mais pour ce qui est de l'épreuve en elle-même, c'est une épreuve sympathique, hein, une forme de grand bleu revisité, donc plutôt divertissant, sans que l'épreuve soit particulièrement passionnante, il faut le dire. On a vu que c'était une épreuve assez physique dans sa première partie, mais la deuxième partie de puzzle était finalement, semble-t-il, assez simple, hein, puisqu'elle a été résolue assez rapidement par Laure justement, qui a un peu mené les opérations sur cette partie-là. Deuxième point à retenir, c'est justement juste après cette épreuve de confort, avec la déclaration des armes secrètes, et on a eu des séquences assez drôles à ce moment-là, notamment avec Vincent qui a déclaré par erreur son arme secrète, et ça on va y revenir juste après. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur l'ambassadeur secret, donc on a eu l'annonce de la réunification par Denis, et Laure qui s'est d'elle-même manifestée avec son arme secrète, qui était donc l'ambassadeur secret, une arme quand même assez puissante. Alors elle a été présentée par Denis comme un avantage déjà pour ne pas être choisi en tant qu'ambassadeur, mais surtout en tant que victime des ambassadeurs, ce qui peut être assez intéressant. Donc Laure déjà était immunisée de ce point de vue-là, et elle aurait pu être en danger dans le cas où on aurait eu par exemple un ambassadeur homme chez les rouges, donc ça c'était assez important pour elle. Elle a eu en plus, en tout cas c'est ce qu'avait annoncé Denis, droit à un repas supplémentaire le soir. Alors on ne sait pas vraiment si elle a vraiment eu droit à ce repas ou si c'était un peu une couverture pour masquer son rôle d'ambassadeur secret, mais surtout son rôle a été très important lors du conseil des ambassadeurs, ou en tout cas était supposé l'être, parce que je pense que cet ambassadeur secret était une idée intéressante sur le papier et aurait pu aboutir à une réunion des ambassadeurs très originale et très intéressante, avec des tractations stratégiques vraiment intéressantes. Malheureusement, c'est un peu tombé à plat étant donné les choix des ambassadeurs dans chaque tribu, mais ça je vais y revenir dans le point suivant. Là, on va s'intéresser aussi à ce qui s'est passé avec Vincent. Vincent qui s'est déclaré et qui a révélé à tous l'existence de son kit tout double, qui s'est trompé. C'était une séquence que j'ai trouvée assez amusante, qui révélait quand même chez Vincent un manque un peu de recul, de prise de recul, ce que je trouve dommage parce qu'il était vraiment présenté dans les portraits initiaux comme justement le grand stratège de la saison. Là, on voit qu'il n'a pas vraiment réfléchi, il a un peu paniqué, je pense, en se disant que peut-être que son arme, voilà, pouvait avoir un rôle, et je pense qu'il a un peu agi justement sans réfléchir, un peu sur l'instinct du moment, et j'ai trouvé ça un peu étrange de voir Vincent qui, on va le voir dans la suite de l'épisode, s'est plutôt bien débrouillé stratégiquement,
notamment lors du conseil des ambassadeurs où je l'ai trouvé plutôt habile dans la manière dont il menait les discussions, mais là il a été assez maladroit, même si on va le voir, il s'est bien rattrapé par la suite, mais j'y reviendrai justement dans les points ultérieurs. Troisième point, c'est ce fameux conseil des ambassadeurs sur lequel il y a pas mal de choses à dire. Alors un conseil qui, je dois l'avouer, a été finalement plutôt prévisible, mais on va revenir un peu en amont et à la phase justement de sélection des ambassadeurs donc par l'équipe adverse. J'aime bien quand Koh Lanta fait ce twist là et pas comme la saison précédente où c'est les équipes elles-mêmes qui choisissent justement leurs ambassadeurs. Parce que quand c'est les équipes elles-mêmes qui choisissent leurs ambassadeurs, en général ce sont des personnes qui veulent aller à la boule noire qui sont choisies, alors que quand on choisit justement l'ambassadeur de l'autre équipe, c'est là qu'on peut avoir des personnes qui ne veulent pas aller à la boule noire si en tout cas l'équipe adverse a bien fait son travail, a bien identifié l'ambassadeur qu'ils ont choisi, comme une personne justement qui serait prête à trahir des membres de sa tribu, et dans ces cas-là on a souvent justement des tractations stratégiques et des possibilités d'ouverture avec potentiellement voilà, des gens qui trahissent d'autres personnes de leur équipe. Sauf que cette saison, le gros problème est qu'il y avait une grosse division chez les rouges et surtout une grosse division apparente à l'autre tribu. Et je l'évoquais dans mon précédent débrief, mais le gros problème c'est que les jaunes étaient conscients de cette division entre hommes et femmes, puisqu'elle avait été révélée à l'immunité précédente, et je savais qu'aussi proche de la réunification cela serait très négatif, et on en a eu l'illustration justement avec le choix des ambassadeurs, puisque les jaunes assez intelligemment, ont justement fait le choix de Maxine en sachant qu'elle avait de grandes chances de trahir un des hommes de sa tribu. Côté jaune, c'est Vincent qui a été sélectionné par les rouges pour être l'ambassadeur donc des jaunes, et donc Vincent et Maxine se sont réunis sur le lieu du conseil. J'ai trouvé ça intéressant, je crois que c'est inédit, je crois que c'est la première fois qu'on a un conseil des ambassadeurs qui se déroule justement sur le lieu du conseil. Donc c'était assez intéressant, ça a permis un peu voilà, de mettre une certaine ambiance, en plus avec la nuit, c'était voilà, assez intéressant je trouve pour un conseil des ambassadeurs. Le problème c'est qu'on savait très vite l'issue, on se doutait que ce serait soit Frédéric, soit Hervé, qui avait déjà été ciblé, qui était déjà dans le collimateur justement de Laure et Maxine, qui seraient éliminés. C'est un peu le problème, mais on a eu donc ce twist de l'ambassadeur secret que je trouvais intéressant. On a retrouvé un peu le twist de Raja Ampat avec des émissaires voilà, qui étaient mis un peu en retrait et qui pouvaient un peu observer justement ce qui se passait. Donc là on avait Laure toute seule. J'imagine, vu les propos de Denis Brognard à l'issue de l'épreuve de confort, qu'il y aurait pu aussi avoir un ambassadeur secret jaune, mais dans tous les cas dans cette saison il n'y en avait qu'un, il n'y avait que Laure comme ambassadeur secrète, et donc elle a pu écouter justement les tractations et intervenir à un moment, mais finalement le gros problème je pense de ce twist, c'est que finalement c'était deux alliés, Laure et Maxine, qui étaient à la fois l'ambassadrice et l'ambassadrice secrète, et donc par conséquent on n'a finalement eu aucun apport de Laure, elle n'a fait finalement que soutenir Maxine dans sa décision d'éliminer Frédéric. On a vu un Vincent qui a plutôt bien manœuvré, plutôt intelligemment, en poussant un peu Maxine à révéler justement le fait qu'elle n'était pas bien dans leur tribu. Bon, il le savait, il en avait de forts soupçons, mais le fait, voilà, justement d'aller jusqu'à pousser un peu Maxine dans ses retranchements, Maxime qui a essayé un peu mollement de proposer d'autres cibles jaunes, on a vu une Laure aussi qui a essayé de proposer Thomas, mais globalement on se doutait très bien que ce serait un rouge qui sortirait. Je trouve que Vincent a plutôt bien manœuvré, mais très franchement le travail avait déjà été mâché en amont, notamment par les rouges eux-mêmes puisqu'ils avaient révélé leur division au sein de leur camp. Mais ce qui est très dommage avec justement cette réunion des ambassadeurs, c'est que je pense qu'on aurait pu avoir une réunion mais infiniment plus intéressante si cet ambassadeur secret avait été trouvé, avait été découvert par l'un des garçons rouges. Imaginez par exemple que Hervé découvre cet ambassadeur secret, ou Frédéric par exemple. On aurait pu avoir vraiment quelque chose de savoureux avec une Maxine qui envoie sous le bus les garçons, se pensant justement seul à seul avec Vincent, et un Frédéric ou un Hervé qui découvre justement une Maxine traîtresse et qui arrive ensuite sur les lieux justement du conseil et qui pousse finalement Maxine dans ses retranchements en refusant tout deal, les éliminant eux-mêmes, mais éliminant aussi par exemple un autre garçon de la tribu rouge. Et là on aurait pu avoir quelque chose de très intéressant parce que Vincent par exemple, je pense qu'il était vraiment déterminé à aller à la boule noire, qu'il n'aurait pas donné un des prénoms des jaunes,
mais une Maxine par exemple, je pense sincèrement qu'elle était prête à vendre, et ça là ne m'aurait pas étonné par exemple qu'elle vende une Magali, et là ça aurait été particulièrement savoureux je pense, le Girl Power aurait je pense vécu après cela, il aurait été très compliqué je pense pour Maxine et Laure d'à nouveau invoquer ce Girl Power, étant donné que finalement elles auraient participé une nouvelle fois à éliminer une femme, mais bon, je pense que vraiment cet ambassadeur secret était une occasion ratée de faire quelque chose de très intéressant, et c'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé avoir un peu plus, voilà, une opposition entre ces trois ambassadeurs. Malheureusement, comme deux ambassadeurs étaient d'office alliés et se sont très vite attendus avec Vincent, finalement on n'a pas eu de surprise dans ce conseil des ambassadeurs. Quatrième point, c'est l'arrivée des rouges sur le camp jaune. Donc un point assez rapide, mais simplement pour signaler qu'on a eu une arrivée, je trouve, assez froide des rouges et des jaunes, qui illustre vraiment la guerre froide entre ces deux tribus. Autant l'année dernière, on sentait que voilà, assez rapidement, on allait pouvoir avoir un peu une entente, même s'il y a eu quelques tensions et que finalement on a presque assisté à une forme de pagonging des rouges par les jaunes, l'année dernière lors de la saison des 4 terres. Cette année, on a vraiment une opposition au départ entre les jaunes et les rouges, avec des jaunes qui accueillent très franchement très froidement, j'ai trouvé les rouges qui se sentent presque de trop sur ce camp jaune. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des tensions, à l'image un peu évidemment d'un Mathieu qui lui est vraiment dans une optique guerrière, qui ne veut absolument pas trahir ses jaunes et qui préfère voilà s'opposer frontalement aux rouges qu'il considère comme des ennemis, mais également toute l'équipe jaune qui semble pour l'instant souscrire à ce discours. Je ne pense pas que ça va rester longtemps le cas, heureusement, parce que je pense qu'un pagonging serait très prévisible et peu divertissant pour le téléspectateur. Heureusement, je pense que ça va bouger, que les lignes vont bouger au fur et à mesure, mais pour l'instant, on a vraiment l'impression d'un David contre Goliath, d'une équipe rouge qui apparaît non seulement plus faible, en minorité, mais aussi extrêmement divisée, et qui passe son temps à se tirer dans les pattes, et ça c'est franchement très dommage. Cinquième point à retenir, c'est le retour sur le camp des ambassadeurs et l'annonce donc de l'élimination de Frédéric. Donc ça c'était plutôt attendu. Frédéric a été, je trouve, plutôt beau joueur, très franchement. On l'a senti, alors certes avec une certaine colère froide, mais il s'est contenu. Ça changeait assez de ce qu'on avait pu voir, notamment dans l'île des héros, avec la crise absolument ridicule, disons-le, hein, de Delphine. Certes, l'année dernière, on avait eu quand même une réaction assez posée, assez modérée de Marie-France. Mais là, voilà, Frédéric, on sentait qu'il était un peu énervé, mais il s'est contenu. Donc ça, c'était tout à son honneur. Cela étant dit, je pense qu'il aurait presque pu se défendre, notamment face à une Laure qui a été, je trouve, très virulente à son égard. Et pourtant, je ne trouve pas que Frédéric était un aventurier particulièrement intéressant. Mais là, je trouve qu'il y a un peu aussi d'hypocrisie, il faut le dire, chez les filles, chez Maxine et Laure. Autant je disais lors du précédent débrief que je réservais mon jugement sur tout ce qui était affaire de sexisme, autant dire que les hommes avaient constamment la main mise sur la tribu rouge et que les filles finalement n'avaient aucun moyen de se sauver, qu'elles n'ont finalement fait que subir leur sort et voir peu à peu les autres filles être éliminées de la tribu. C'est quand même sacrément révisionniste et sacrément hypocrite quand on voit ce qui est arrivé justement à une Candice, dont l'élimination a été, je dirais, déclenchée très franchement par l'intervention des filles, puisque les filles ont été les principales instigatrices de l'élimination de Candice, non seulement en révélant le fait qu'elle avait un collier aux hommes, mais en plus en faisant tout, avec la complicité des hommes évidemment, pour que Candice ne joue pas son collier et donc soit éliminée. Donc ce côté un peu révisionniste, alors c'est très bien joué de la part de Maxine et Laure parce que ça leur permettra sans doute d'échapper à l'élimination dans un premier temps, et les jaunes n'ont pas forcément cette perspective, mais très franchement je trouve ça vraiment hypocrite et je suis étonné que les hommes ne se défendent pas mieux parce que ils ont finalement la vérité entre guillemets avec eux. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé sur le campement, donc je passerai sur toutes les accusations de sexisme, mais pour ce qui est justement du fait que ce sont les hommes qui ont systématiquement orchestré l'élimination des femmes, c'est factuellement faux, on l'a vu. Et je pense que Maxine et Laure, alors soit elles l'ont oublié, soit elles en sont tout à fait conscientes, mais elles savent que c'est leur carte à jouer pour rester dans l'aventure. À noter également un détail intéressant
lors du retour des ambassadeurs, on a vu un Thomas qui a été assez critique presque de Vincent. On l'a vu justement pendant toute la réunion des ambassadeurs, avec un Thomas qui ne semblait pas vraiment avoir foi en son ambassadeur Vincent, et qui l'a, grosse erreur de sa part je pense, déclaré frontalement à Vincent lors de son retour. Je pense que Vincent l'a mal pris, très franchement, même s'il ne l'a pas forcément montré, et je pense que ça pourrait préfigurer éventuellement une dislocation du groupe jaune, avec, on le voit, des tensions, un groupe, comme je le disais la semaine dernière, vraiment central, qui est celui de Shanice, Myriam, Thomas, et donc Mathieu, qui est vraiment le groupe au cœur de l'Alliance Jaune, et si les autres qui sont un peu, qui gravitent autour de ce groupe, et qui se sentent un peu délaissés, commencent à un peu s'apercevoir justement que ce groupe est très solide, ils pourraient avoir envie peut-être d'ailleurs, peut-être d'aller voir les rouges pour former une contre-alliance, ça pourrait être intéressant, et parmi ceux-là, je vois vraiment un Vincent comme un très bon candidat pour une contre-alliance, d'autant qu'on voit que il donne des gages justement à la tribu jaune, notamment en étant prêt à aller à la boule noire, et que finalement les jaunes lui rendent assez mal, en tout cas pour ce qui est de Thomas, puisque Thomas n'avait pas confiance en lui, et je pense que c'était vraiment très mauvais de sa part de le dire directement à Vincent, même si pour l'instant Vincent semble plutôt donner des gages à Thomas, notamment en lui donnant son kit tout double, on l'a vu un peu plus tard dans l'épisode. Je pense sincèrement que c'était une très mauvaise idée de la part de Thomas d'ouvertement déclarer ses doutes à l'égard de Vincent. Sixième point, et on va parler du parcours du combattant, une épreuve que j'ai trouvée très réussie cette année, avec vraiment beaucoup de suspense, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. On a eu une belle compétition, une compétition acharnée, et j'ai été assez surpris de la performance de certains aventuriers, notamment Laure qui a été, je trouve, impressionnante sur le parcours du combattant féminin, qui a vraiment dominé ce parcours alors qu'elle ne semblait pas forcément être la plus sportive, mais également d'autres aventurières comme Laetitia que j'ai trouvé particulièrement performante. Je ne la pensais pas aussi sportive, très franchement, et elle s'est, je trouve, très bien débrouillée. Mais ce qui m'a le plus surpris, je dirais, c'est le parcours masculin, avec une victoire de Hervé, Hervé qui a pourtant la quarantaine, je pense que c'est même quasiment le plus âgé des hommes, ça doit être même le plus âgé des hommes encore restant, puisque le doyen Frédéric avait déjà été éliminé à ce moment-là, et donc à ce moment-là, Hervé, qui était le doyen, a remporté justement ce parcours du combattant masculin. Je crois d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le candidat le plus âgé chez les hommes à remporter ce parcours du combattant. Je crois que Marc, qui était jusqu'à présent le plus âgé, était un peu plus jeune, donc c'est assez impressionnant comme performance, surtout quand on voit justement les personnes auxquelles il était confronté. Alors certes, Flavio a été plutôt performant sur cette épreuve, mais on a vu d'autres aventuriers qui m'ont un peu déçu, je dois l'avouer. Je pense notamment aux garçons jaunes comme Mathieu ou Thomas, que je voyais plutôt être bons sur ce type d'épreuve, et qui n'étaient pas dans les 3 premiers. Donc c'était assez étonnant de voir un Hervé l'emporter. On sent qu'il a vraiment tout donné parce qu'il savait qu'il était en danger, et c'était tout à son honneur, donc très franchement, chapeau à lui. Malheureusement, lors de la finale face à Laure, il a perdu. Alors une finale qu'on n'avait pas vue depuis un moment, qui est un peu la finale classique du parcours du combattant. On l'a déjà vu à de nombreuses reprises, notamment dans d'anciennes saisons. Cette partie en équilibre qui était le juge de paix finalement entre le vainqueur du parcours du combattant féminin et le vainqueur du parcours du combattant masculin. Et finalement, Laure a remporté cette finale et l'immunité qui allait avec. Donc chapeau bas aux deux. Malheureusement, la victoire a échappé à Hervé qui était très en danger, et on va le voir que ça lui sera finalement fatal. Septième point, et on va parler de toutes les tractations qui ont précédé le conseil, avec notamment la stratégie a priori intelligente de Arnaud et de Hervé, d'utiliser éventuellement le collier pour sortir un jaune. On a vu que Thomas était très ciblé, c'est plutôt mauvais pour Thomas, et je le disais un peu je crois dans le débrief de la semaine dernière, que le fait d'éliminer Aurélien n'était pas forcément une bonne chose pour Thomas. Autant pour Shanice je pense que c'était le bon move, autant pour Thomas ça l'expose beaucoup et ça en fait très rapidement la cible des jaunes, on le voit, alors que je pense que sinon ça aurait été Aurélien qui aurait été l'homme à abattre, et dans tous les cas je pense que cette stratégie de collier était plutôt bonne. Malheureusement, grossière et même très grossière erreur de Arnaud, qui a été en parler à Magali, et à partir de ce moment-là, c'était vraiment foutu pour lui. On savait très bien que les jaunes splitteraient les votes. Alors très franchement,
je pense que les jaunes auraient de toute façon partagé les voix, et que donc même si Arnaud avait donné son collier à Hervé, finalement je pense que ce serait un homme rouge qui serait sorti. Alors peut-être pas Arnaud, parce que ça aurait été particulièrement cruel, mais je pense que dans ce cas-là, les jaunes auraient partagé leur voix entre Hervé et Jonathan, qui apparaissent plus comme des menaces sur le plan physique, et donc que finalement Hervé n'aurait gagné que 3 jours d'aventure, a priori évidemment, parce que beaucoup de choses peuvent se passer, mais que ça n'aurait pas finalement fondamentalement changé les choses. Mais pour le coup, le fait que les jaunes aient appris que Arnaud allait donner son collier à Hervé, les a incités à partager les votes entre Hervé et Arnaud ayant vent de ça, a récupéré son collier. Il le jouera finalement au conseil pour se sauver, donc ce qui était plutôt logique. Mais dans tous les cas, je pense sincèrement que même si ça peut paraître comme étant une grossière erreur ce qu'il a fait, parce que évidemment faire une stratégie avec une personne que vous avez éliminée, ce n'est pas très malin. Et pour le coup, je pense sincèrement que les jaunes auraient de toute façon partagé les voix, et que finalement ce qu'a fait Arnaud n'aurait pas changé grand chose fondamentalement. Peut-être que Hervé se serait sauvé dans ce scénario-là, mais ce serait sans doute Jonathan, voire même Arnaud qui serait sorti dans ce cas-là. Donc dans tous les cas, je pense que ça ne changeait pas grand-chose, parce que je doute que cette alliance jaune, l'idée par Shanice, qui semble très au point stratégiquement, n'aurait pas pensé à splitter les votes, étant donné qu'ils avaient la large majorité, avec le support des filles rouges. On va passer maintenant au conseil. Pas mal de choses à dire, pas mal de choses intéressantes j'ai trouvé, notamment dans les déclarations de certains des aventuriers, en particulier Thomas qui a encore commis une erreur en se déclarant blanc, et finalement en admettant qu'il était plutôt jaune. Je pense qu'il apparaît une nouvelle fois comme quelqu'un de plutôt hypocrite, et ça ne me surprend absolument pas que les rouges l'aient ciblé. Très franchement, je donne assez peu cher de la peau de Thomas dans les conseils à venir. Je pense que s'il y a un retournement d'alliance, ou s'il y a un collier ou une arme secrète qui vient un peu bouleverser les votes, je pense que ça pourrait justement être Thomas qui en ferait les frais, parce qu'il semble être vraiment la cible du groupe rouge, et ça c'est assez risqué pour lui. A noter également que les filles rouges étaient une nouvelle fois assez déterminées à éliminer les hommes rouges, et on a eu un échange assez intéressant avec Arnaud, qui essayait justement d'expliquer aux jaunes que à la fois Laure et Maxine avaient à plusieurs reprises participé à l'élimination de femmes, en particulier Candice. Je pense même qu'il n'a pas été assez précis dans ses justifications. Il aurait dû plus insister sur le fait que justement c'était Laure et Maxine qui avaient directement trahi Candice, parce que là, très franchement, autant je trouve que Laure et Maxine sont des personnages très intéressants, et je suis très heureux qu'elles soient encore dans l'aventure, parce qu'elles apportent beaucoup de divertissement, en particulier Laure, qui très clairement n'a aucun filtre, et ça c'est ce que j'aime assez bien. Autant cette forme d'hypocrisie, je dois l'avouer, m'agace un peu, parce que je trouve que jouer la carte du sexisme, autant c'est très habile dans koh, et autant, très franchement, avec le montage qu'on a, et certaines des réflexions des hommes rouges, bon, on ne peut pas savoir tout ce qui s'est passé sur l'île, mais dire qu'elles n'avaient aucun moyen réellement de retourner la vapeur, dire qu'elles n'ont pas elles-mêmes participé à cette élimination systématique des femmes, c'est complètement hypocrite, et autant c'est très bien joué d'un point de vue du jeu, autant utiliser consciemment ou inconsciemment une thématique aussi sensible que le sexisme et des accusations potentiellement aussi graves que le sexisme à l'égard des hommes pour justifier de leurs propres erreurs stratégiques et de leur propre manque de vision de jeu, je trouve ça franchement assez limite. Très franchement, j'ai du mal à comprendre réellement le raisonnement de Maxine et Laure, qui semblent prendre des décisions mais complètement sans queue ni tête, qui font des 180 degrés à chaque épisode, qui désavouent les décisions qu'elles ont prises à l'épisode précédent. On a l'impression d'une schizophrénie stratégique qui est assez fascinante, qui est très divertissante d'un point de vue téléspectateur, moi j'aime beaucoup, mais qui est, je dois le dire, assez stupéfiante. J'ai du mal à comprendre réellement quel est leur raisonnement. Je pense que ça illustre finalement un manque cruel de vision stratégique à ne serait-ce que moyen terme, et c'est assez mauvais pour elles deux, parce que même si elles pourraient finalement passer entre les mailles du filet, non seulement je pense qu'elles n'ont plus aucune chance de gagner à la fin du jeu, parce que elles se sont de toute façon mise à dos beaucoup trop de monde, mais en plus de cela, je pense que c'est particulièrement mauvais de leur part de jouer comme ça, parce que tôt ou tard, je pense qu'elles le paieront. Et donc, le conseil aboutit à l'élimination d'Hervé, une élimination plutôt attendue.
Hervé qui n'avait plus rien pour se défendre, ni son talisman donc qui n'était plus utilisable, ni le collier de Arnaud. Donc assez logique de le voir sortir lors de cet épisode. Un peu dommage parce que même si ce n'était pas quelqu'un que je trouvais particulièrement intéressant, c'était un personnage pour moi assez lisse et qui même pouvait un peu agacer par moments, je trouve que c'était un personnage qui aurait pu être intéressant pour la suite, notamment de par sa position de chef d'une tribu en minorité. Je pense que ça aurait pu être un underdog qui aurait pu apporter un peu plus de saveur au jeu, donc un peu dommage justement de le voir éliminé à ce stade du jeu, mais ça fait partie du jeu et finalement son élimination est plutôt compréhensible. On va maintenant parler des dynamiques de la tribu réunifiée, et très franchement pour l'instant on a un jeu de couleurs assez évident entre une alliance jaune majoritaire et dominante et une alliance rouge complètement fracturée avec deux hommes qui sont complètement au bottom, donc à savoir Arnaud et Jonathan. À mon avis ça reste les deux personnes pour l'instant les plus en danger, et puis trois femmes rouges qui pour l'instant sont des alliés de circonstance pour les jaunes, mais qui, très franchement, à très court terme, sont plutôt menacés, donc ça c'est assez mauvais pour elles. À voir si elles arrivent à s'infiltrer dans la tribu jaune et à réussir à détourner quelques personnes. Alors je pense malheureusement qu'elles n'ont pas cette conscience stratégique. Je pense sincèrement qu'elles n'ont pas trahi, et je mets des gros guillemets à trahi, hein, parce que pour moi la notion de trahison est quand même très subjective. Je pense qu'elles n'ont pas trahi les hommes rouges par stratégie, mais simplement pour se venger du fait qu'ils aient voulu les éliminer. Et ça c'est très mauvais dans Koh-Lanta de jouer de la sorte à l'affect, parce qu'en général cela brouille complètement la vision du jeu, cela obscurcit le jugement des joueurs, et en général ils le payent tôt ou tard dans l'aventure. Cependant, je pense que le groupe jaune qui apparaît pour l'instant très soudé ne l'est en réalité pas tant que ça, et je crains sincèrement que ce groupe jaune se divise à plus ou moins court terme. On l'a vu notamment avec la preview de la semaine prochaine où une Shanice apparaît de plus en plus autoritaire et semble finir finalement par commettre les mêmes erreurs, les mêmes choses qu'elle avait reprochées à Aurélien, donc c'est particulièrement cocasse, mais pour le coup je crains un peu pour la position de Shanice qui me semble finalement un peu moins subtile, ou en tout cas dans ce qu'on a vu justement de la preview de la semaine prochaine, qui semble un peu moins subtile qu'on pouvait le penser, notamment sur le plan social, qui d'après ce qu'on voit dans la preview, semble menacer ses propres alliés, ça c'est très mauvais, surtout qu'on a vu comment Vincent avait réagi quand on lui avait annoncé par exemple que Aurélien voulait voter contre lui. Je pense que Vincent est un joueur qui réagit pas mal aussi à l'affect, sur le coup de l'émotion, donc ça peut être assez dangereux pour une Shanice parce que Vincent pourrait très bien monter une fronde contre elle et contre le groupe de 4 qui est vraiment le cœur de l'Alliance Jaune, à savoir donc Shanice forcément, mais aussi Myriam, Mathieu et Thomas. Je pense que Vincent pourrait se retourner contre eux, peut-être emmener avec lui certaines des pièces rapportées des jaunes, certains des jaunes qui sont plutôt au bottom, à savoir des gens comme par exemple Lucie, ou pourquoi pas Laetitia, voire même Flavio. Comme on est maintenant à la mi-saison, je vais aussi faire un petit bilan de la saison jusqu'à présent, notamment en la comparant un peu avec la saison précédente. Alors si on fait un petit bilan de la saison écoulée, pour l'instant je suis assez positif sur cette saison, même si tout n'est pas parfait, on l'a vu notamment du point de vue des armes secrètes qui ont pour l'instant très peu servi. Je trouve qu'on a une saison très divertissante et qui est un peu finalement le négatif, qui est le miroir inversé de la saison précédente. Autant notamment du point de vue du casting dans les 4 terres, on avait un casting qui était globalement plutôt agréable, qui était plutôt sympathique, mais un casting malheureusement qui souvent manquait un peu justement de vices, disons, qui était un peu sage, qui était un peu lisse, qui respectait bien les règles du jeu, qui était très fair play. Autant là, on a un casting qui est globalement, il faut le dire, assez antipathique. On a du mal à s'attacher à beaucoup des joueurs, parce que beaucoup des joueurs soit jouent assez mal, soit voire même sont assez antipathiques, que ce soit dans leurs propos ou leur attitude. Mais ce sont des joueurs qui jouent au moins, et des joueurs qui sont tous sauf lisses, qui sont très intéressants à suivre. Donc on y gagne beaucoup du point de vue du divertissement, peut-être moins on perd un peu par rapport aux 4 terres du point de vue de l'attachement, mais pour le coup, je trouve que le bilan est quand même globalement positif,
même si le départ des 4 terres était vraiment excellent, je trouve, en tout cas les premiers épisodes. C'était ensuite que ça s'était un peu enlisé, qu'on a vu justement des joueurs assez sages. Là, je ne pense pas que ce sera le cas, on verra au bilan quelle sera la meilleure des 2 saisons. Pour l'instant, sur les 4 terres, on a vu pas mal de jeux quand même sur la phase pré-réunification, mais là justement, je trouve que sur les armes secrètes, on a bien plus de potentiel, avec de grosses personnalités qui restent au casting, et ça, je pense que ça va nous promettre une deuxième partie de saison vraiment explosive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce débrief. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et pour le débrief du prochain épisode. Très franchement, je suis plutôt pour l'instant assez satisfait de cette saison. Je pense qu'on a une saison non seulement qui est plutôt positive jusqu'à présent, mais qui, je pense, dans les prochains épisodes risque de vraiment s'emballer avec, je l'espère, voilà, des épisodes excellents et une post-réunification qui risque d'être assez intéressante, avec des renversements d'alliance, avec des retournements de situation, avec pas mal de jeux. Donc ça, c'est vraiment très positif. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première partie de saison. Et comme je le disais, on se retrouve très très vite. Ciao à tous.